Salut Alexandra, comment tu vas? Salut Tom, très bien et toi? Ouais, ça va. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois là. Ça fait longtemps que je voulais échanger avec toi sur ton parcours que je trouve incroyable. Donc, je suis content que tu aies pris l'initiative de vouloir venir. Eh ben avec plaisir. J'adore le concept du podcast, quelque chose sans filtre, authentique, tout ce que j'aime. Ouais, bah écoute, on essaye au maximum d'en apprendre plus sur chaque épisode, à la fois sur le côté humain, business, mais voilà, l'idée c'est vraiment de comprendre la vie de la personne, que chaque chemin, on peut démarrer d'un endroit, mais on peut toujours aller entre guillemets vers son succès, son propre succès. Et du coup, bah moi, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec plein de personnes qui ont vraiment des parcours très différents et qui arrivent justement à leur propre souhait, désir, et je trouve ça génial. En fait, j'apprends, je me nourris de vous, c'est toujours cool. Trop bien. Et du coup, la première question que je vais te poser, elle est un peu dure à chaque fois, elle peut mettre mal à l'aise, mais comment toi tu te présenterais en une phrase? En une phrase? Waouh! Je vais te la dire et après, je vais faire un petit aparté. Vas-y. Hem, En une phrase, j'accompagne les coachs et thérapeutes à vivre de leur activité je triche un peu, et je suis aussi, maman et grande fan, de marche et de randonnée. Le petit aparté que je veux te faire, il y a une partie de moi à chaque fois quand on me pose cette question qui me dit: «Il faut surtout pas parler du pro en premier parce que c'est mal de parler du pro en premier. Il faut parler du perso, ça fait meilleur genre» j'ai longtemps culpabilisé de me définir justement d'abord par le pro et tu vois, quand j'ai voulu faire ma phrase, à un moment donné, j'ai failli commencer par le perso, je me suis dit: «Non, sois honnête. Si tu es honnête, tu commences par le pro» et j'assume de plus en plus que, justement, le pro, c'est quand même, je sais pas combien de pourcentage de mon temps, mais c'est un temps énorme et même si aujourd'hui c'est de plus en plus mal vu, je trouve, on te pointe un peu du doigt quand tu te définis par ton pro, c'est que tu as un peu raté ta vie, tu passé à côté de ta vie perso, de tout ça. Je trouve que si vous kiffez votre vie pro, vous pouvez quand même, assumer et dire: «Bah, ouais, bah, 1 chose qui me vient, c'est ma vie pro, c'est pas forcément ma vie de maman, c'est ma vie pro» et je sais que c'est un travail sur moi et je suis de plus en plus à l'aise, même si j'ai eu une petite hésitation au début, à commencer par la vie pro parce que c'est quand même là où je passe le plus de temps, et je trouve que si tu me rencontres dans la rue, c'est la première chose auquel je te dirais et pas que je suis maman de 2 enfants et que j'adore la randonnée et tout ça. OK, bah déjà félicitations à toi d'avoir partagé ça. Moi, je te rejoins aussi également. Je commence toujours par dire ce que je fais dans ma vie professionnelle, mais je veux dire, il y a pas de je préfère l'un ou l'autre, c'est juste que, voilà, dans ma façon de dire, effectivement, je préfère dire: «Je suis marketeur et papa de 2 magnifiques filles», tu vois? Ça pour moi, il y a pas de bon ou de mauvais, quoi. Mais en tout cas, trop bien que tu aies pu partager ça. On va avoir toute l'occasion justement de comprendre pourquoi tu aimes la randonnée, ta vie de maman et ton entreprise. Mais du coup, avant ça, j'aimerais qu'on reparte depuis le début, depuis ton enfance. Donc j'aimerais bien que tu me partages, voilà, dans quel cadre familial toi t'as vécu? J'ai grandi dans le cadre idéal, sur le papier, mais quand je dis vraiment idéal, des parents qui gagnent bien leur vie, dans la banlieue versaillaise, je suis l'aînée de On 4 n'est pas loin enfants. là. Ouais, 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 l'aînée de 4 enfants, ouais et jamais de problème de rien, mais en même temps, une éducation où justement tout est beau, mais il faut rester dans le beau. Tu vois, tu as une pression qui est pas dite, qui est pas explicite, mais quand même, tu as intérêt à faire de belles études, tu as intérêt à avoir un bon poste, un bon CDI, tu as intérêt à, toujours te montrer, au top, à pas montrer tes émotions, tout va toujours bien et cetera. Qui fait que ça m'a quand même, beaucoup pesé et pour un moi j'ai fait une grosse dépression, quand j'étais, en école d'ingé, on pourra revenir sur pourquoi, mais, j'ai fait une grosse dépression parce que justement j'avais l'impression d'être dans un rôle et j'arrivais pas à trouver ma place dans ce rôle, tu vois? Donc sur le Mmh, papier, tout est beau, mais intérieurement, je l'ai pas vécu non plus si tout beau que ça. OK. Du coup, tu disais que tu étais la fille aînée de 4 enfants. Ouais, Est-ce que toi, ça t'a mis une sorte de pression par rapport à ça ou pas je pense spécialement? que alors, je l'ai pas conscientisé en tout cas. À chaque fois, je me rappelle un jour ma grand-mère qui m'a dit: «Oh Alexandra, c'est tellement de responsabilité d'être l'aînée, comment tu le vis?» et tout ça et moi je sais pas, je devais avoir 12 ans et je l'avais regardée en mode, Qu'est-ce que tu me «Ça racontes? va». Mmh. Je vois pas le sujet parce qu'aussi mes enfants, mes parents pardon, de mes enfants, mes parents essayaient de pas trop de pas ils me responsabilisaient pas tant que ça. C'est-à-dire que, tu OK. vois, jusqu'à mes 17 ans, il y avait toujours une nounou à la maison pour s'occuper de mes frères et sœurs. C'était pas moi qui prenais le relais, c'était pas moi de faire à manger, c'était pas moi de m'en occuper. Donc j'ai pas eu cette sensation d'avoir des responsabilités plus que ça, mais en même temps, aujourd'hui, avec mon regard d'aujourd'hui,
je me suis moi-même mis quand même une certaine pression de toujours m'occuper de mes frères et sœurs. Tu vois? Ce truc Et tu te de dis inconsciemment: «Tu es la première, tu dois bien faire pour montrer l'exemple». ouais, exactement. Bah, dans mon histoire, j'étais tout sauf le bon exemple et c'est ça qui m'a aussi généré la dépression. C'est que j'étais là: «Je suis censée être l'exemple et je suis, tout sauf l'exemple, dans ma famille». En Ouais. tout cas dans les critères, de la famille. Ouais, c'est ça. OK. Et du coup, du côté école, comment ça s'est passé? Ton parcours scolaire, déjà, comment, niveau école, est-ce que tu étais plutôt, Alexandra la première de la classe ou, plutôt, réfractaire: «Non, j'aime pas trop l'école» et jusqu'où après tu es allée? Ouais, non, j'étais la bonne élève en commentaire, de «bon travail et fais pas de bruit». Mais j'étais, tu vois, je sais pas si tu avais ça aussi au collège ou au lycée, les satisfactions, les encouragements et tout ça. J'étais dans le satisfaction, tu vois? Dans le pas félicitations, le moyen, Mmh. je faisais le juste effort qu'il fallait pour être, dans les moyens, mais pas plus que ça. Mais par contre, je respectais les règles, on m'entendait pas en cours et je faisais, tout bien. Et du coup, pour l'histoire, comme j'étais l'aînée et qu'en dessous, mes 3 autres frères et sœurs, c'est vraiment, par contre les premiers de classe. OK. Tu vois, j'ai une sœur, elle a eu 19,68 de moyenne au bac. Donc tu vois, c'est vraiment les 1 de classe, là-haut, quoi. Et moi, j'étais avec mon petit 13 et tout ça et comme j'étais l'aînée, à chaque fois, je disais à mes parents: «Non mais en vrai, c'est super bien, quoi. C'est le top du top d'avoir 13 de moyenne. Vous vous rendez pas compte, les autres en dessous, ils sont en primaire, au collège. Quand ils seront en troisième, vous verrez, Mmh. c'est beaucoup plus difficile. Moi, je gère et tout». Mes parents s'en rappellent très bien, parce que moi, je gère. J'étais toujours là: «Non mais vous inquiétez pas, je gère, je gère». En vrai, je suis super forte et après, bah, eux, quand ils sont passés derrière, ils sont toujours restés, eux, aux félicitations et aux 18 de moyenne, tu vois? Donc mes parents commencent à comprendre que, ouais, bon, tu gères, tu étais quand même, de 13 de moyenne. Donc j'étais, en fait, l'élève, ouais, je te dis, je pense au milieu de la classe, qui fait pas de bruit et qui fait le minimum pour avoir les bonnes notes. Et toi, du coup, globalement, tu en gardes un beau souvenir de l'école ou pas spécialement? Heu, non, un très bon souvenir. Tu vois, mes meilleures années aujourd'hui, je dirais, de ma vie, c'est limite le lycée. Encore aujourd'hui. Donc Souvent. ouais. Non, mais il y en a plein qui vont dire: «C'est l'école», tu vois? C'est le après. Moi, c'est vraiment, Mmh. le lycée, tu as 0 responsabilité, tu vois tes potes, tu t'éclates. Donc non, j'en garde un super souvenir. Ouais, non, un super souvenir ces années-là. Donc avant, ton parcours d'ingé, je crois que tu as cité Ouais. ingé, tu as fait quoi comme, bac? Et est-ce que déjà à l'époque, tu avais une idée de ce que tu voulais faire ou pas du tout encore? Aucune idée, de ce que je voulais faire, mais cette idée de plus tard je serai CEO. J'avais ça en Ah quand moi, même. ça j'avais mes 13 de moyenne, tu vois? Mais c'est toujours tu vois, avec mes 13, j'étais toujours là: «Non mais je suis une ouf». Alors que j'avais 13. J'étais: «Non mais je c'est bon, je gère, et tout» et j'ai toujours eu ce truc du CEO qui me faisait rêver. Qui me faisait rêver, bah, pour moi, c'était un peu la réussite, quoi. Tu gravis des échelons, tu arrives CEO, c'est trop bien, mais pas du tout dans quoi je veux faire. Enfin, j'avais l'ambition, mais alors, dans quoi? Pas du tout, donc je suis allée en S pour pas me fermer de porte. Et puis en S, j'étais bonne, globalement qu'en maths, donc naturellement, tu vas un peu vers ingénieur. Là, j'étais dans un lycée, privé et tout où, bah, si tu veux faire ingénieur, c'est, prépa et après, grande école d'ingénieur. Donc c'est là où j'ai foiré mon orientation. Je suis allée en prépa, mais, avec cette mentalité de d'ailleurs, je me rappelle toujours ma mère qui me disait, alors c'était à son époque, hein: «Oh la prépa, c'est comme le lycée, juste un petit peu plus dur». Là, je me suis pris une vague dans la Mmh. tête de en fait, ouais, faut vraiment travailler. Parce que jusqu'ici, j'avais 13 sans trop travailler et j'ai pas tenu longtemps en prépa puisque tu vois, alors quand même, je savais que c'était pas forcément fait pour moi, parce que j'avais quand même postulé à, l'UTC et l'INSA Lyon qui sont les 2 meilleures prépas intégrées ingénieurs à l'époque. Donc j'avais quand même postulé à ça parce que c'était ma préférence. J'avais pas été prise, donc j'étais allée en prépa et donc on arrive à la Toussaint où je me dis: «Waouh, retente ta chance». L'UTC avait une rentrée en février. Retente ta chance parce qu'il faut que tu t'échappes de là. J'ai pas été prise à l'UTC, mais j'ai été prise à l'UTT, une filiale de cette école qui, dans le classement des écoles prépa intégrées, tu vois, devait être, je sais pas, à l'époque numéro 20, 15, je sais pas, bref. Donc dans la tête un peu de mes parents et de mon entourage, alors c'est à 3 en plus. Qu'est-ce que tu vas faire à 3 et qu'est-ce que tu vas faire dans une prépa intégrée numéro 20 au lieu d'être, Mmh. continue ta course pour, Polytechnique, Supélec ou je ne sais quelle autre école. Mais j'en pouvais vraiment plus. Alors au début quand j'ai eu les réponses, je me suis dit: «Non, hors de question, je vais pas à 3, je continue la prépa intégrée». Au bout de la prépa pardon, au bout de la première année, tu peux faire les petites mines, c'est une école qui est quand même pas si mal, pour, en échappatoire. Donc je m'étais dit: «Tu fais ça» et en fait, j'ai une de mes amies de prépa qui, m'annonce: «Ouais, non, moi je pars à 3, j'en peux plus, j'y vais».
Là, je me dis: «Oh, elle a le courage». Là, j'ai mon truc de: «Oh, la chance» et on est en cours de chimie. Je comprends rien du tout à ce qui se passe. Honnêtement, je me dis: «Mais où est-ce que je suis tombée? Je suis pas à ma place» et là, je me dis: «OK, je prends la décision». Je dis à ma pote: «OK, je pars avec toi». Et voilà comment je suis partie à 3 pour faire une prépa intégrée, ingénieur qui on est d'accord, hein, pour quelqu'un qui est pas du tout d'un autre milieu ou autre, c'est très, très bien déjà une prépa intégrée ingénieur. Pour Ouais. moi, j'allais là-bas, entre guillemets, je signais le fait que j'allais pas avoir de job. Je signais le fait que je serais jamais CEO, je signais le fait que c'était la fin de ma vie professionnelle. Et c'est là où est née Ouais? la où a commencé la dépression. C'est en mode: «Mais Alexandra, en fait, tu vas finir éboueuse ou tu vas finir, j'en sais rien quoi, caissière», sans dénigrer les métiers. Mais j'étais vraiment là, «Ton ambition, elle est foutue». Mais je pouvais pas rester Et en à l'époque, qu'est-ce qui te faisait penser ça, en fait? je te dis dans le schéma familial et j'étais vraiment dans un privé à Versailles. Ouais, grosse école, gros job et en fait, petite école, tu fais rien, tu es au chômage. C'est vraiment ce truc de tu fais une petite école, tu es au chômage parce que ça va être super dur de trouver un job après et tout et alors après je suis arrivée en école et j'ai découvert la vérité de non en fait, c'est pas si compliqué que ça de trouver un job. Oui, c'est peut-être plus facile quand tu as Polytechnique sur ton CV, mais tu peux quand même t'en sortir, sans Polytechnique sur ton CV. Mais quand je suis rentrée là-dedans, je suis rentrée pas pour fuir, vraiment, j'en pouvais plus de la prépa, il y avait pas d'alternative. C'est ça où je me tirais une balle. Je commençais déjà la dépression en prépa. Donc c'était ça où je me tirais une balle, donc il y avait pas pour moi d'autre alternative, mais je savais pas du tout où j'allais, quoi. J'étais là, et puis je voyais mes frères et sœurs, qui continuaient eux de cartonner avec leurs 19 de moyenne, du coup, et qui allaient faire justement, le HEC, le Sciences Po, le patati. Je me disais: «Mais waouh, tu as raté ta vie, quoi». Mmh. OK, intéressant. Mais avec du recul, tu vois, je me dis: «Mais tu étais à côté de la plaque», mais c'est là où ton environnement façonne énormément tes croyances et tes pensées. Ouais. Et Mmh. quand je suis arrivée à Troyes, j'ai rencontré des non-versaillais, des non-parisiens. Déjà, ça m'a vachement ouvert l'esprit. Je me suis dit: «Mais ouais, il y a un autre monde et ces gens-là, leurs parents ont pas fait Polytechnique et ils ont des jobs». Enfin, je me suis fait et pour certains, en plus, c'était trop bien d'être là. Il y en a qui étaient vraiment en mode, «J'ai trop bien réussi ma vie, je suis arrivé dans une prépa intégrée pour faire ingénieur» et donc ça a commencé à changer un peu mon regard, mais ça a pris énormément de Et une petite question du coup qui me vient, tes parents, ils faisaient quoi à l'époque? Est-ce qu'ils étaient temps. ingénieurs ou Alors eux, ils sont dans le commerce. Ils ont fait une école de commerce et mon père est directeur financier d'une grosse, grosse entreprise. OK. Et Donc ça pouvait te mettre quand même la pression, hein. ouais, 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 ouais et mon grand-père, a très, très bien réussi aussi professionnellement. Il a été, à un moment donné CEO de Vinci et tout ça, donc tu vois, voilà. Donc dans la famille, ça pèse et ma mère, par contre, elle a commencé tradeuse. Après, elle a fait de l'audit bancaire et quand j'étais au lycée, elle s'est reconvertie, elle s'est mise à son compte pour, faire de la formation, dans le domaine. OK. Ah donc il y avait quand même une petite reconversion, quête entrepreneuriale déjà, que tu as vécu ça en fait au fur et à mesure. Ouais, alors c'est marrant quand j'ai découvert qu'elle était entrepreneuse, mais quand j'ai été moi-même entrepreneuse. Au début, je me disais pas du tout qu'elle était entrepreneuse, je me disais qu'elle était enseignante, Ouais, formatrice et cetera et c'est après où quand je me suis lancée entrepreneur, j'ai découvert qu'en fait, elle faisait aussi du consulting, qu'elle avait sa boîte et tout ça. Je fais: «Ah mais en fait, tu es entrepreneuse comme moi». ouais, Mais au début, tu vois, quand j'étais au lycée tout ça, je me disais pas du tout qu'elle était entrepreneuse. Et je me disais: «Bah, ma maman, elle me disait: "Elle fait quoi?" «Elle est enseignante, je fais des formations"». d'accord. Ouais, OK. Ça marche. Du coup, tu vas à 3, tu restes combien de temps et globalement en fait, tu ça te mène jusqu'où? Ouais, alors l'école, elle est sur 5 ans. En vrai, j'ai fait que 3 ans sur place, puisque alors l'avantage, c'est que j'ai fait 6 mois de prépa où j'étais très nulle. Avec mes 6 mois de prépa où j'étais très nulle, ça m'a permis d'être excellente sans rien faire pendant 2 ans. C'est-à-dire que le programme des 6 premiers mois, ça durait le programme des 2 premières années, à 3. Donc j'étais, excellente, dans cette école et comme j'étais bonne, du coup, je pouvais prendre de l'avance et comme j'ai pu prendre suffisamment d'avance pour, faire 1 an d'échange à l'étranger. Donc j'ai fait 6 mois d'échange à Singapour en université et 6 mois d'échange, en Argentine. Trop Donc bien. ouais, j'ai trop, trop kiffé pour ça et il y avait aussi, 2 fois 6 mois de stage. C'est pour ça que les 2 dernières années, je les ai pas fait, à 3, mais j'ai fait les 3 premières années, à 3 et là du coup, relâcher totalement la pression, alcool, soirée, il y avait pas d'études quoi, clairement. Mmh. OK. Mais avec ce Et mal-être constant de, ouais, tu vois, je noyais mon chagrin un peu dans l'alcool, tu vois? C'était, quitte à rater ta vie, vas-y bois et fais la fête. donc ça t'a quand même poursuivi pendant ces 5 années, de se dire, «Finalement je vais pas réussir à Le à truc qui m'a devenir» donné confiance, alors ouais, le premier truc qui m'a donné confiance, c'est j'ai réussi à trouver mon premier stage toute seule.
Tu vois, je me suis dit: «Waouh» et puis chez Procter& et Gamble qui est pas non plus si simple que ça à intégrer, et je me suis dit: «Waouh, tu es dans une prépa intégrée ingénieur, c'est pas ouf, mais tu arrives à trouver un stage» et pendant le stage, j'ai eu des super remarques. «C'est top, tu fais du bon boulot» et cetera. Donc je me dis ça commençait à un peu me redonner confiance. De partir à l'étranger, ça m'a aussi énormément ouvert et ça m'a permis de regagner confiance et après, tu de quand je suis rentrée dans le monde professionnel, j'ai trouvé mon premier job, c'était un CDD. Ça a un peu baissé ma confiance en moi en mode, tu as pas chopé un CDI dès Tu le as pas début. obtenu le Graal, ouais, Voilà, j'ai pas eu le Graal du CDI, mais après j'ai très vite grimpé les échelons parce que j'étais en mode: «Faut que je prenne ma revanche» et là, tu OK, vois, en 8 ans, j'ai fait 5 postes, bam, 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 tu sais, j'étais dans les fameux high potentiels, qu'il y a dans les entreprises et là, en fait, mmh, ma confiance, elle est venue comme ça, vraiment en voyant que, bon, en fait, on s'en moque de ton école. Si tu fais du bon boulot, ça suit. Tu es pas con, tu fais du bon boulot et c'est là où j'ai petit à petit reconstruit ma confiance en moi et je me suis dit: «C'est bon». Là, j'ai eu mon truc de CEO qui est revenu, tu vois? Très vite, je me suis dit: «OK, OK, les échelons, faut que tu sois CEO, faut que tu sois ça». bien. Ça t'a fait quoi, de passer de, entre guillemets, «étudiant» à ton premier job? Hem, Qu'est-ce que ça t'a appris finalement au parce que tu dis que tu as gravi petit à petit les échelons, mais quand tu es arrivé factuellement le premier job, on sait que c'est jamais très simple. Est-ce que tu as ressenti des choses, au profond en te disant: «Est-ce que je suis vraiment à ma place?» ou est-ce que c'était, très naturel pour toi et en fait très rapidement, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as réussi à gravir tout ça? Ça a été assez naturel parce que je te dis, ça m'a redonné ce truc de: «Vas-y, tu une seconde chance de te refaire». OK. Si tu cartonnes, parce que du coup, je suis arrivée dans une entreprise où ils prenaient vachement, si tu fais du bon boulot, tu évolues. Du coup, Mmh. OK, accepte ce CDD-là, mais si tu fais du bon boulot, ça se transforme en CDI. Accepte ce job-là, mais si tu fais du bon boulot, tu pourras aller sur l'autre job. Et en fait, ça a été ma carotte qui fait que j'ai mis le pied dans l'entreprise et je suis rentrée vraiment en pilote automatique, tu te poses pas de questions, tu fais du bon boulot. Mes managers, je pense, ont très bien compris que je marchais à la reconnaissance. Ils donnaient de la reconnaissance, j'allais en faire encore plus, et je me posais mais vraiment aucune question. Du coup, tout s'est fait de manière fluide jusqu'au moment, à un moment donné, que je me suis posé des questions parce que je suis plus dans l'entreprise. Ouais. Mais en tout cas, les premières années, tu te poses pas de questions. Mes potes te diront, mais j'étais accro au boulot, je pouvais travailler, le week-end, je pouvais travailler la soirée. Les soirées, ça me donnait en fait une force, une enfin, ouais, une puissance que j'avais perdue ces dernières années, où j'étais vraiment accro et addict à ça, quoi. Mais tu vois, c'est intéressant, ce que tu dis parce que tu disais: «Mes potes te diront», mais ça veut dire que finalement, le travail a une grande importance pour toi parce que dès l'intro, tu t'es présenté sur, l'aspect professionnel. Ouais. Donc là, tu vois, ça fait une petite boucle en disant que finalement, bah, tu adores, le métier, tu adores le monde professionnel et encore une fois, c'est OK avec ça, tu vois? Ouais, Ça, totalement. c'était le C'est pour petit ça. Le spoiler pro a alert. toujours une grande part, heu, mais avec du recul, tu vois, il y a des moments où c'est le problème du salarié, quoi. Tu bosses quand même pour un patron et pas pour toi. Je me dis: Mmh. «Mais je me donnais corps et âme pour un truc où» et c'est là où c'est là où ça a été ma prise de conscience qui a fait tout le déclic. C'est: «Mais tu Ouais travailles comme une dingue pour un truc qui ne fait aucun sens», tu vois? Et et c'est ça, là où je c'était me au suis bout de dit combien de temps du coup, ouais? bah, alors du coup, j'ai gravi les échelons avec un seul objectif, être le plus vite possible manager. Au bout de 7 ans, je crois à peu près 6 7 ans, le stade de manager, je suis trop contente et là, je me dis: «C'est quoi l'étape d'après?» Et il y a ce moment de vide où du coup l'étape d'après pour moi c'était du coup, donc j'étais en logistique, supply chain, être directeur, supply chain logistique. Mais entre le passer de manager à directeur supply chain, tu as peut-être une dizaine d'années quand même à faire différents postes de manager. Et du coup, je suis là, le prochain step, tu vas l'atteindre dans 10 ans. Tu as 10 ans à faire où tu vas du coup, j'avais fait à peu près déjà tous les rôles de la supply chain, donc à faire les mêmes rôles, mais en tant que manager et pas en tant qu'opérationnel. Et là, j'ai commencé à me dire: «Oh, ça va être long. Oh, c'est chiant» et c'est ce moment-là où je me suis dit: «OK, tu as gravi un palier, tu t'es montré que tu étais, capable, c'est top, mais est-ce que tu as vraiment envie de faire ça toute ta vie? Courir après le prochain échelon sans te poser de questions?» J'étais en plus dans l'agroalimentaire, chips, soda, donc autant te dire que la quête de sens, bof bof, surtout quand ton rôle en logistique, c'est de te battre pour éviter des ruptures. Il y a des moments-là, j'étais là, mieux vaut avoir une rupture que, bousiller la santé des gens, mais bon. Et Ouais. donc c'est ce moment-là où il y a eu toutes ces réflexions qui sont arrivées et que je me suis dit: «Ouais, faut que les choses changent» et les choses sont très bien faites. Le covid arrive OK. et donc là, le covid arrive et là, je fais partie des gens qui ont pas d'enfants, donc tu es enfermé chez toi sans enfant, tu as plein, 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 plein de temps et j'ai toujours aimé l'accompagnement. C'est quelque chose que ouais, dès le lycée,
j'accompagnais en coaching scolaire. Après, depuis que j'étais entrée dans la vie professionnelle, j'accompagnais à la recherche d'emploi, bénévolement. J'ai toujours aimé ça et je me suis dit: «Mais tiens, est-ce que tu ferais pas une formation sur le sujet?» Et c'est là où il y a eu le coaching et en plus, en tant que manager, ça t'aidera, à mieux accompagner tes équipes. Et donc covid arrive, je prends mon CPF et je me dis: «Vas-y, forme-toi au coaching». Et c'est comme ça que l'aventure après entrepreneuriale, a démarré. Dans ma tête, à ce moment-là, par contre, hors de question de se reconvertir, tout de suite, parce que croyance limitante, il faut avoir 40 ans et avoir fait un poste de directeur pour être coach. Donc ça me Ah bon? motive juste à tenir 10 années de plus et ça redonne du sens, en fait, à ces 10 années qui vont arriver devant pour me dire: «OK, tu fais 10 années, tu arrives à directeur, là, du coup, tu pourras coacher les dirigeants». Parce que dans ma tête, le coaching, c'est que le coaching de dirigeants, coaching de vie, tout ça, ça me parle pas. Donc, je connais pas encore trop ce monde-là, je connais vraiment que le coaching de dirigeants et ça me fait mon alternative aussi, je pense à tu veux être CEO, bon, bah, à défaut d'être CEO, tu vas coacher les CEO. Tu vois, ça me fait aussi peut-être ce switch-là à ce Mmh. moment-là. Donc je me forme en me disant: «Bon, bah, voilà, tu coaches un peu en parallèle si tu as des opportunités, mais tu attendras tes 40 ans». Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je crois qu'un jour, je me suis dit: «Pff, 40 ans, c'est long quand même». Si, si, bah, ce qui s'est passé, c'est la formation de coaching. Dans la formation de coaching, je suis avec des gens qui veulent se lancer maintenant et qui ont pas 40 ans. Donc forcément, OK. ça vient m'intriguer. Comment ça, C'était tu coaches? formation en ligne ou présentiel? Il y avait Présentiel les 2. et en ligne puisqu'il y a eu la deuxième vague de confinement qui est arrivée. Donc ça devait être du présentiel, mais il y a eu une grosse partie qui a été en ligne et je me retrouve avec des gens en mode: «Tu te sens légitime, pour coacher à 30 ans?» Parce que, ouais, à l'époque, je devais avoir 30 ans. «Oui, pourquoi? Il y a pas besoin» et puis en plus en école de coaching, on t'apprend que tu as pas besoin d'avoir l'expérience pour coacher et cetera et donc là, je commence à me dire: «Bah, vas-y, lance un truc en parallèle» et la première cible qui me vient, comme j'avais toujours accompagné à la recherche d'emploi, bah, c'est, coacher en justement, au lieu de le faire bénévolement, en recherche, d'emploi. Donc je lance ça comme ça, en parallèle de mon job et je tombe enceinte. Je tombe enceinte, d'ailleurs je tombe enceinte quand je suis encore en formation de coaching. Je tombe enceinte et 3 jours après, même 2 jours après avoir accouché, mon mari passe un entretien, sur Grenoble pour un poste. 3 jours après, il dit qu'il est pris et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On était sur Paris. Est-ce qu'on bouge, enfant, tout ça et tout, on change de vie à Grenoble ou pas? Et il dit: «Bah, allez, vas-y, on est fou, on y va» et bah, comme tu vois, comment il change de région, tu peux avoir le chômage et je me dis, je pense que c'est les hormones de grossesse, tu vois? Les hormones de la naissance qui doivent, m'avoir fait péter un câble. Vas-y, je tout est parti. Vas-y, je me lance mon activité, j'ai 2 ans de chômage, je teste un truc. Donc voilà, comment j'ai envoyé balader toutes mes peurs et on est parti sur Grenoble et c'est comme ça que j'ai lancé mon activité. Donc voilà, donc ils attendent, 40 ans, pour vivre leur vie, sur un malentendu, on peut y arriver plus tôt. Exact, en enlevant toutes ces croyances Ouais. limitantes. OK, trop cool. Du coup, tu te formes, tu arrives sur Grenoble. Qu'est-ce qui se passe, bah, quand tu lances ton activité? C'était quoi un petit peu ta vision que tu avais? Et comment finalement tu as obtenu ton 1er client? C'est toujours intéressant de savoir Ouais. comment ça s'est fait au début. Alors, déjà donc j'arrive sur Grenoble, j'ai une fille, tu sais, tout le monde te dit: «Les bébés de 0 à 1 an, ça fait rien, ça dort tout le temps». J'ai l'opposé. Mais quand je te dis que j'ai l'opposé, j'ai vraiment mais l'opposé, elle pleure tout le temps, elle a des coliques et tout ça. Bref, je vis un enfer sur terre. Donc j'ai qu'une hâte, c'est travailler. Voilà, faut se mettre dans ma peau. J'ai vraiment qu'une hâte. Déjà, je regrette de pas avoir trouvé de nounou plus tôt, tu vois? Mais il y avait pas plus tôt que septembre et je suis là, OK, une fois qu'elle est là, j'y vais à fond, et je me mets à fond dans mon boulot. Et oui, et ouais, pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, avant que je puisse la mettre chez la nounou, il y a eu tout l'été. Globalement, elle est 30 mars, tu vois? Donc, et elle a été chez la nounou, en été. Donc, je sais pas, 3-4 avril, on était sûr qu'on allait partir à Grenoble. Ma fille pleure tout le temps, je la porte, soit en écharpe, soit en poussette et je dois tout le temps marcher parce qu'elle aime que le mouvement. Donc je marche et je cogite à fond sur mon activité. Qu'est-ce que je veux faire et cetera et c'est là où, me vient l'idée parce que les chercheurs d'emploi, j'avais un peu testé du coup avant ma fille quand même et souvent j'arrivais à, «J'ai pas le budget» et dans ma tête j'étais là: «Bah ouais, tu es chercheur d'emploi, normal». Donc j'étais un peu en mode cette cible elle est je sais pas si c'est la meilleure des cibles, même si aujourd'hui je pense qu'il y a quand même un gros marché là-dessus, mais à l'époque je me dis: «Je pense pas que ce soit la cible». Comment j'arrive? En fait, je suis une coach qui, accompagne les reconversions. Parce que du coup, comme moi, j'étais en train de me reconvertir, je suis une coach qui accompagne les reconversions et c'est là où je me dis: «Mais en fait, c'est ça que tu veux faire».
Maintenant que tu as réussi à sauter le pas et voir que c'est si simple, enfin c'est si simple. Alors à l'époque j'étais un peu naïve, je vais me lancer, hein. C'est beaucoup plus simple que ce que tu penses, de te lancer. Accompagne les gens à sauter le pas, à ne pas attendre 40 ans, comme toi tu avais prévu de le faire. Et c'est là où j'ai retrouvé vraiment mon gros pourquoi, qui était moi autour de tu as l'impression d'avoir raté ta vie, de suivre un moule, et si tu rentres pas dans le moule, faut quand même le suivre. Accompagner les gens à dire: «Mais en fait, il y a pas de voie toute tracée, tu peux changer quand tu veux, tu peux faire ce que tu kiffes». Et là, j'ai trouvé vraiment mon pourquoi et je me suis dit du coup tout l'été, j'ai commencé à construire mon programme, dans ma tête, hein, pour accompagner du coup, les gens à développer, leur activité. Et en septembre, heu, attends, j'essaie de faire le bon timing. Ouais, et en septembre, je me suis fait accompagner directement par une coach business, pour lancer ça parce que j'avais la pression des 2 ans de chômage et je me suis dit: faut vite en vivre. J'ai pas la patience». Donc je me suis fait accompagner par une coach business, qui, m'a aidée sur toute la partie, clarifier sa cible, clarifier son offre et tout ça. Donc on a tout revu et j'ai commencé par chercher 5 personnes pour tester mon offre gratuitement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon entourage: «Coucou, vous Mmh. avez des gens autour de vous qui sont perdus, qui savent pas ce qu'ils veulent faire? Je cherche à accompagner gratuitement». Mon entourage est génial. J'ai eu 5 personnes, qui sont venues me comme ça, gratuitement. J'ai du coup fait 6 mois parce que l'accompagnement était sur, ouais, sur 6 mois au début. Sur 6 mois, j'ai fait 6 mois, gratuitement comme ça et à construire une petite communauté sur Instagram, en parallèle. Et en janvier, quand je vous ai demandé du coup, je devais chercher mes 1ers clients. Les premiers clients, ils sont venus par Instagram, je pourrais plus dire comment, pas naturellement, hein, j'ai dû aller les chercher et sûrement aller échanger avec des gens, mais c'est via Instagram en tout OK, cas que qu'ils ouais. sont arrivés. Et après, ça s'est développé. Tu te rappelles la 1re fois où tu as signé vraiment, ton premier client? Mais non, mais c'est affreux, mais même pas. Mais Tu te alors rappelles il même y a pas? des neurones, tu sais, on dit qu'on perd ses neurones quand on fait des grossesses. J'ai perdu vraiment beaucoup de neurones à ce moment-là et beaucoup de mémoire, mais me rappelle même pas du premier client. J'en ai un qui me vient en tête, je pense que c'est le premier. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est le premier et qui m'a découvert par Instagram, qui justement, j'avais dû faire un post, «Tu veux t'accompagner en ce moment, prix de lancement», parce que du coup j'ai augmenté mes prix petit à petit. C'était le truc, il avait dit: «Ouais» et go quoi. Donc ouais, j'ai pas ouais, je visualise pas exactement. Je me C'est vois pas pas, grave ouais, en soi, hein. faire signer le contrat, mais je me vois que cette personne, en tout cas, elle m'a marquée. Je sais pas si c'était le premier, je crois que c'était le premier. OK, donc bah, forcément ça met en confiance. Hem, ce qui est bien, c'est que du coup, tu avais aussi pris conscience qu'il fallait que tu te fasses accompagner pour structurer, pour, avoir un certain cadre et aussi, bah, vendre derrière, donc ça, c'est aussi, positif. Donc ça, on est en quelle année du coup? C'était 2022-2023? Là, on est, donc fin, décembre 2021 s'arrêtent mes accompagnements gratuits. OK, Janvier 2022 commencent les payants. OK. Donc là, 2022, tu te lances, on va dire, vraiment. Comment cette année, ça se déroule? Même si bien évidemment dans un coin de ta tête, tu as encore le chômage, donc tu as cette sécurité. Comment globalement cette première année complète, sachant que tu as du coup ta fille qui est gardée, voilà globalement, j'aimerais bien que tu me fasses un petit feedback sur cette année. Ouais, tu vas rire. On décide de remettre le couvert, je retombe enceinte, au mois de mars 2022. OK. Heu Tu bien les petits challenges toi en fait? Les petits challenges, voilà, exactement. J'aime bien les challenges. J'aime beaucoup les challenges. Du coup, mars 2022, je découvre que enfin, voilà, je suis enceinte. Là, je me dis, du coup, avant la naissance, il faut que je me lance à fond pour vraiment avoir un truc solide et que ça tienne mon congé mat. Même si j'ai le chômage, j'ai quand même cette envie de que ça aille vite. Et là, alors, je m'éparpille dans toutes les stratégies possibles que je vois, que je lis, n'importe quoi. Je me refais accompagner. Ouais, c'est bon, c'est l'année 2022. Ouais, ouais, je me suis refaite accompagner, en 2022. Je teste tout, les masterclass, les lead magnets, tout ce qui existe, YouTube, Facebook, Instagram, je me mets sur LinkedIn, bref. Je m'épuise littéralement. En plus, je suis enceinte. J'ai quand même la première qui est toujours pas évidente. J'ai toujours pas mes nuits, mais j'y vais à fond. Ça donne des résultats, mais alors à quel prix? Je suis globalement, un peu sur les rotules, mais tu vois, sur cette année 2022, j'ai dû faire, du coup, qui est la première année officielle, peut-être 18 000 € de chiffre d'affaires, sachant que j'ai travaillé, jusqu'au mois de il est né le 2 novembre, j'ai dû travailler, ouais, jusqu'au quasiment le 2 novembre, tu vois? Donc j'ai 2 Vacances. mois en moins. Ouais.
Mmh. J'ai 2 mois en moins et j'ai eu le démarrage de janvier-février qui était un peu lent. Donc j'ai eu quand même du coup, des clients, du chiffre, mais à quel prix? Et c'est là où, j'ai été alitée pendant, 3 mois à la fin de la grossesse. Ce qui permet quand même d'avoir le temps de te poser pas mal de questions. Puisque je pouvais plus m'occuper de ma fille, donc en fait, mon mari gérait tout et moi j'étais, sur un lit, donc j'avais qu'une chose, c'est à penser. Et donc c'est là où j'ai commencé à me dire: «Non mais Alexandra, il y a un truc qui va pas», et à me dire: «OK, si tu quand tu devras redémarrer, après ton congé mat, comment tu as envie de redémarrer?» Tu vois? Et à me dire: «Qu'est-ce qui te correspond? Qu'est-ce qui te met en énergie? Qu'est-ce qui te prend de l'énergie? Qu'est-ce qui ci? Qu'est-ce qui ça?» Et c'est là où j'ai commencé à comprendre en fait le truc de toutes les méthodes qu'on te balance partout, ça marche. Celle qui te propulse vraiment, celle qui marche vraiment, c'est celle qui te correspond vraiment. Et donc à me poser comme ça des questions: qu'est-ce qui te correspond vraiment? Vers quoi tu veux aller? Et tout. Donc voilà, et puis mon fils est né, avec ma fille, j'ai compris que le 0-3 ans, ça allait pas être mon kiff. J'ai demandé: «OK, quand est-ce que vous voulez le prendre à la crèche? Au bout de 10 semaines? OK, je vous le donne au bout de 10 semaines». Il y en a qui vont me dire: «Ah, 10 semaines, c'est tout petit». Pour ma santé mentale, 10 semaines, c'était déjà beaucoup. Donc au bout de 10 semaines, j'ai repris, le boulot. Donc ça fait quoi? Ça fait deux mois et demi. Au bout Ouais. de 2 mois et demi, j'ai repris le boulot, mais en me disant: «OK, je le reprends, différemment. Je le reprends de manière plus écologique». J'avais bien fait le point. Le réseau social où je prends le plus de plaisir, c'est, LinkedIn. Les masterclass, OK, mais, pas 36 000. Et du coup, je reprends comme ça, le boulot. Et 2022, attends, je réfléchis, on est en 2025. C'est l'année 2023 où j'ai pivoté après. Ouais, donc c'est ça. Donc on arrive sur l'année 2023 là, puisqu'on est, on était en 2022, avec la naissance de mon fils. On arrive sur l'année 2023 où, je fais, je sais pas, je reprends honnêtement, j'ai très vite fait les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Plutôt honnête, plutôt correct, vu tous les événements, les naissances, le marché et tout ça. Et je commence à voir des personnes que j'ai accompagnées pour trouver leur voie et qui me demandent: «Mais tiens Alexandra, toi comment tu as fait pour vivre de ton activité? Comment ça marche?» et cetera. Et je commence à accompagner en individuel 1 ou 2 personnes et là je prends conscience, mais qu'est-ce que je kiffe! Il y a ce mélange de stratégie et de mindset que je n'ai pas quand j'accompagne à trouver sa voie. Trouver sa voie, c'est 100 du mindset, tu vas chercher les croyances limitantes et tout ça et Mmh. cetera. Là, il y a le côté finalement marketing, et stratégie que j'ai toujours adoré. Et quand je regardais, les coachs qui se sont formés en même temps que moi, c'est pas forcément ce qu'ils adoraient. Je suis la seule à m'être autant formée à 36 000, méthodes, 36 000 trucs, parce qu'en vrai, ça me passionne. Comment ça marche, comment ça fonctionne, comment l'humain fonctionne derrière, tout ça. Et du coup, je suis en pleine hésitation. J'ai enfin un truc qui marche. J'ai le chômage qui va s'arrêter bientôt. Est-ce que je pivote et je redémarre tout de 0, ou est-ce que, je continue, dans le trouver sa voie? Et là, je prends, une journée de coaching avec, Charlotte Apito, que je recommande, vraiment, où on fait le point. Et je sais pas, déjà en 10 minutes, c'est clair, en fait. Si je m'écoute, j'accompagne les coachs et thérapeutes à développer leur activité, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Donc je mets en place, tout le pivot. Du coup, on est fin d'année 2023. Je trouve des bêta-testeurs, très vite, parce que l'avantage, c'est que j'ai quand même une communauté de gens qui sont en plein dans la reconversion, donc j'arrive à trouver des personnes pour tester le programme. Et janvier 2024, je redémarre à 0 et je me consacre vraiment sur accompagner les coachs et thérapeutes à développer leur activité. Et très vite, je me rends compte que ce qui me différencie des concurrents, c'est que j'ai cette notion, vu que je connais toutes les méthodes. J'ai pas une méthode que je conseille à mes clients. C'est pas que la pub, que la masterclass, et cetera. C'est vraiment trouver ce qui te correspond. Parce que c'est ça qui m'a permis, moi, de décoller. Et donc très vite, je me dis: «Mais en fait, c'est ça la clé et c'est ça que je veux enseigner à mes clients, c'est trouver ce qui leur correspond». Et en creusant, heu, c'est là où il faut que je fasse un petit flashback. Petit flashback sur quand j'ai aidé les gens à trouver leur voie. Pour aider les gens à trouver leur voie, le truc que je prônais, c'était la marche. Pourquoi? Parce que finalement, moi, ce qui m'a toujours aidé à prendre mes meilleures décisions et à trouver ma voie, c'est marcher. Donc j'ai vraiment fait tout ça autour de la marche. Et de la même manière, quand j'ai voulu lancer l'accompagnement pour les coachs et thérapeutes à développer leur activité, j'ai pris conscience qu'à chaque fois que j'avais trouvé justement le truc qui était le plus aligné avec moi, c'était en marchant. Et donc c'est comme ça que, est né aussi, construire ton activité de manière alignée en marchant. OK. J'allais te demander justement, je savais pas l'histoire. Ouais, si, si, bah, tu vois, les meilleures décisions pour mon business, vraiment, je les ai prises en baladant ma fille en poussette, quoi. En même temps, là, tu avais de quoi faire du coup, Ouais, si elle exactement. dormait pas. OK, trop bien. Du coup, le fait d'avoir changé, et d'avoir recommencé à zéro, est-ce que toi, ça t'a mis une certaine pression? Ou, en fait, c'était hyper, fluide, hyper logique et en fait, tu savais très bien où tu devais aller? Alors, ça m'a mis une pression, parce que comme j'accompagne les gens à développer leur activité,
Je me suis dit: «Putain, tu as intérêt à que ça rapporte vite de l'argent parce que, le coach qui t'aide à développer ton activité et qui ne vit pas de son activité», je me dis: «Ça craint quand même». Donc ça m'a mis cette pression dans ce sens-là de: «Il faut absolument que tu arrives à faire vite de l'argent parce que sinon, bah, elle est où ta légitimité?» Et heureusement, c'est venu du coup quand même, assez vite parce que je pense que c'est le truc qui est cool quand tu sais faire de l'argent une fois, globalement, tu sais faire de l'argent 2 fois, une fois que tu as compris bien tous les mécanismes. Hem mais cette pression, elle a duré quand même, alors les bêta-testeurs, je l'ai pas eu la pression. Parce que clairement, ils savaient que c'était les premiers, ils avaient un prix, dérisoire, je sais pas, ça devait être 800 € les 3 mois, qui pour moi était vraiment un cadeau avec un accompagnement individuel collectif. La pression, elle est vraiment partie du coup, au bout de 6 mois d'accompagnement, de ceux qui ont payé, plus, le plan tarif. Qui était de Là où j'ai combien commencé du à coup avoir des à la base? résultats et cetera et là, j'ai commencé à avoir moi des résultats aussi financiers par rapport à cette activité, mais aussi mes clients et du coup me dire: «OK, c'est bon, tu es à ta place». Mmh. Et tu vendais à combien du coup, le prix fort à l'époque? Actuellement, je crois que j'augmente de 500 € tous les 6 mois à peu près, voire un peu plus. Donc j'ai dû faire 800 € les bêta-testeurs, j'ai dû rajouter, peut-être 1 500 € je pense, les premiers, puis 2 000, puis 2 500 OK. et puis après j'augmente, OK, donc ouais, c'est bien, c'est cool. ouais. Hem, Trop cool. Donc là, bon, on a fait le on va dire, l'historique de chaque année. Là, concrètement, en août 2025, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que tu fais, ton offre et est-ce que ça va pas rechanger? Parce que j'ai l'impression que tu fonctionnes par cycle. Est-ce qu'il y a pas une prochaine étape derrière? J'ai dépassé les Ah non, j'ai pas encore dépassé les 2 ans. J'ai toujours changé de poste tous les 2 ans. Quand j'ai changé mon activité au bout de 2 ans, je me suis dit: «Oh là là, c'est pas possible, c'est une pattern de ce truc des 2 ans». Non, en janvier, je dépasserai les 2 ans, mais je pense que je changerai pas. J'en suis même sûre. Est-ce que je changerai pas à l'avenir? Oui, sûrement, mais là, je m'éclate vraiment dans ce que je fais. J'accompagne du coup les coachs et thérapeutes à développer leur activité. Il y a le côté mindset, il y a le côté stratégique, il y a le côté développer ma boîte aussi du coup qui m'intéresse, et le côté du coup parce que j'aime bien la stratégie, mais aussi le mindset même sur moi-même. Donc je m'éclate vraiment avec ce truc de la marche, qui m'éclate et qui fait que je peux emmener en plus mes clients, 1 à 2 fois par an à, marcher pour faire une journée justement immersion et tout ça. Aujourd'hui, je m'éclate à 1000. Je vois pas pourquoi je changerais ça, mais je me connais et je me dis: «Dans 3 ans, est-ce que je serai toujours là? J'en sais rien». Mmh. Est-ce que tu sens que c'est vraiment un positionnement, différenciant le fait de marcher? Parce que c'est vrai que c'est peu commun, je crois que tu es la seule que je connaisse qui propose ce genre de truc. Est-ce que ça t'a pas fait peur justement au début de se dire: «Bah, je vais me spécialiser» entre guillemets dans ou alors une spécialisation, ouais, dans la marche? Alors moi, je trouvais ça génial comme différenciation. Sur le papier, moi j'ai adoré ma différenciation. Dans les faits, c'est qu'un outil, donc d'un point de vue client, c'est une petite cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça qui va faire la grande OK. différenciation. Tu vois? Les gens C'est viennent pas une pas parce que objection en tout cas, voilà. ouais, les gens viennent pas parce que, j'adore la marche, c'est une évidence, il me faut Alexandra. Alors il y en a certains, oui, mais il y en a beaucoup: «Ah oui, puis c'est en marchant, c'est cool». Ce qui fait ma différenciation aujourd'hui et qui, du coup, est de moins en moins différenciante, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le personal branding qui va faire ma différenciation. Mais à l'époque, il y avait très peu de gens qui mêlaient quand même, cette notion de stratégie alignée. Là, depuis quelques mois, je vois que ça, tout le monde prône, la stratégie alignée et éthique. C'est le truc à la mode. À l'époque, c'était assez différenciant, donc les gens aussi venaient vers moi pour ce côté de: «OK, je veux pas faire 10 000 € par mois en 3 mois, j'y crois pas et j'ai pas envie de me tuer à la tâche. Je veux une croissance écologique pour moi et mon environnement et je veux un truc aligné. Je veux pas devoir me forcer à faire des choses qui me correspondent pas» et c'est comme ça, du coup, que j'avais ma grande différenciation, surtout dans les débuts. La transition, elle est toute faite. On va du coup parler aussi de marketing. Toi, à l'époque, c'était quoi ta vision du marketing? Je pense que j'ai jamais eu, de gros blocages sur le marketing. Pourtant, je suis ingénieure, j'ai jamais rien connu au marketing. Mais en vrai, tu vois, si je me suis fait mon introspection de quand j'étais au lycée. Je pense que j'aurais adoré faire école de commerce. Juste, j'aimais pas l'économie et j'aimais pas apprendre par cœur les cours d'histoire. Que ça avait éliminé le truc. Mais le côté commerce, par contre, j'ai toujours aimé ça. C'est juste que la manière dont faut accéder à une école de commerce, malheureusement, il fallait aimer apprendre l'histoire et faire de l'économie. Donc j'ai jamais eu de croyances limitantes sur l'argent, sur le marketing ou tout ça. Ça me paraît toujours normal et assez fluide et tu vois, il y a rien de malsain, c'est de la psychologie humaine. On fait du marketing avec nos enfants tous les jours. Enfin, c'est quand tes enfants, désolé, c'est de la manipulation, on appelle ça comme tu veux, du marketing, de ce que tu veux. Tu essayes d'obtenir ce que tu veux en faisant avec des arguments. Donc j'ai jamais eu de notion mal là-dessus. Par contre, j'ai beaucoup eu cette peur qu'on m'associe, aujourd'hui l'image du coaching business a très mauvaise réputation et qu'on m'associe à, des profiteurs ou des gens qui, arnaqueraient les gens. Ça, j'ai eu un gros blocage très longtemps là-dessus.
sur, «Faut absolument pas qu'on pense ça de moi». Et du coup, OK, ça fait des actions par moment qui n'ont aucun sens où, tu tires une balle dans le pied, juste pour être sûr que, les gens ne pensent pas que tu veuilles les arnaquer, mais tu n'aides pas la personne. Du coup, je vais pas aider la personne parce que la personne, je vais pas oser lui dire les choses dont elle a besoin d'entendre parce qu'il faut vraiment qu'elle passe à l'action. Mais j'avais tellement peur qu'elle me prenne, après pour une arnaqueuse, de je la pousse à la vente que, bah, je lui disais pas les choses qu'elle aurait besoin d'entendre en vrai pour évoluer. Donc c'est cette vision-là qui a changé du coup depuis, qui aujourd'hui, à la limite, si tu veux me prends pour une arnaqueuse, prends-moi pour une arnaqueuse, j'en ai rien à faire. Moi, je suis bien dans mes baskets. Je me dis que si tu me prends pour une arnaqueuse, c'est vraiment toi qui as un problème avec l'argent. Ça vient pas de moi parce que je sais que j'arnaque personne. Le programme, en plus, il est satisfait ou remboursé, sans condition jusqu'à la fin, donc je sais que vraiment, je vois pas comment je peux arnaquer les gens. Mais ça ne me j'ai plus cette peur. J'agis plus en mode: «Je veux absolument, gagner, un peu le» comme pas la compassion, mais gagner la validation du client sur le fait que, c'est bon Alexandra, elle est pas arnaqueuse, elle est éthique et tout ça. J'ai plus ce truc-là. Je le OK. suis, mais je le montre, mais j'ai plus ce de besoin de me justifier, en fait, c'est peut-être ça. C'est ça la différence. J'ai plus besoin de me justifier. Mais du coup, tu qualifierais comment ton marketing en 3 mots? En 3 mots, humain, c'est le premier qui me viendrait. Tu vois? Je sais que j'utilise très peu d'automatisation. J'ai pas ManyChat, sur Instagram. C'est moi qui quand je dis, commente formation pour recevoir la formation, les gens apparemment ils la reçoivent 3 jours après parce que c'est moi qui vais l'envoyer à la main. Donc, je tiens vraiment à que ce soit, des échanges humains, avant tout, donc, avec les personnes qui vont me faire vendre. Ce qui fait que niveau scalabilité, en effet, je vais peut-être pas créer une multinationale d'ici demain, mais à date, je cherche pas à créer une multinationale. Je cherche un business, à mon échelle qui me suffit déjà largement. Donc humain, j'ai envie de mettre éthique. Tout le monde peut mettre ce que tu veux dans éthique. Moi, ce que j'entends par éthique, c'est quand j'arrive en appel de vente avec quelqu'un, mon objectif, c'est pas du tout de lui vendre. Mon objectif, c'est de savoir est-ce que le programme est bon pour lui ou pas. Après, lui, il prend sa décision, mais c'est déjà ça pour moi et si, je me rends compte que c'est pas le bon moment, que c'est pas la bonne personne et tout, bah, je lui dis cash. Donc c'est ce que j'entends par le côté éthique et le 3e mot. Putain, ça fait vraiment bullshit les mots que je dis. Le 3e mot qui me viendrait, ce serait authentique. Tu sais, j'ai l'impression comme les entreprises qui disent, «Chez nous, on est, bienveillant». Ouais, les 3 Heu, grandes valeurs. c'est des valeurs qui sont tellement galvaudées partout que je me Mmh. dis: «Ça fait faux», mais je vois pas d'autres mots à mettre. Je mettrais authentique dans le sens où j'essaye vraiment d'être 100 transparent avec les gens. Il y a des gens que j'ai en appel, je vais leur dire: «Non, toi, tu feras pas 5 000 € par mois à la fin de mon programme. Tu en feras peut-être que 2 000». Il y a des gens avec qui je vais dire, tu feras peut-être 0 € et investis pas chez moi, ça sert à rien». Donc c'est vraiment ce truc d'être authentique, dire mon ressenti et heu et partager la vérité sur l'entrepreneuriat aussi. Mmh. On voit de plus en plus la vérité. Alors peut-être est-ce que c'est les algos qui comprennent que j'aime bien ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de vérité sur l'entrepreneuriat. On arrête de dire que tout est beau, tout est rose et tout est facile. Mais, c'est aussi un truc, que j'essaie de partager. Heu, c'est facile comme c'est difficile. En fait, il y a pas de c'est là ou c'est pas là et le salariat est là ou l'entrepreneuriat est pas là. Ce qui est sûr, c'est que ce qui va faire que tu vas réussir dans l'entrepreneuriat, c'est aligné à quel point tu joues sur le long terme. Si tu joues sur le court terme, tu vas t'épuiser dans des trucs qui te correspondent pas. Pour moi, oui, court terme, tu peux faire 10 000 € par mois en 3 mois, mais à quel prix? Et c'est un peu rajouter, de la nuance, parce que je pense que tout ce qu'on lit est vrai dans un prisme, dans un contexte. La personne qui te dit qu'elle a fait je sais pas 100 en ce moment, c'est la mode du 100 000 € par mois. On est même plus passé aux 10 000 € par mois. On est passé j'ai récemment, j'ai l'impression que je vois que des 100 000 € par mois. On est passé aux 100 000 € par mois. Oui, c'est vrai, cette personne, elle te ment pas. Enfin, j'espère pas, sinon c'est puni par la loi. Donc on va partir du principe que les personnes ne te mentent pas. Mais c'est vrai dans un certain contexte, dans un certain environnement. Il y a des gens qui vont dire, «J'ai redémarré de zéro». Par exemple, moi, quand j'ai pivoté, j'ai pas redémarré de zéro en vrai. J'avais déjà un compte Instagram, j'avais déjà une communauté, donc peut-être que j'ai fait, 10 000 € par mois en juste assez vite, je pense en 3 ou 6 mois. Heu, mais je redémarrais pas de zéro en vrai. Oui, c'était une nouvelle cible, mais il y avait quand même des gens, j'avais quand même de la preuve sociale, j'avais quand même déjà fait des coachings et cetera. Donc ça allait remettre un peu, de la transparence et de la nuance dans ce qu'on peut dire. Ouais, mais je pense que c'est une tendance qui s'accentue de Mmh. manière plus globale et bon, il y aura toujours les 2 mondes, hein. Ouais. Le monde des pirates où, tu auras toujours des promesses, très marketing et très américaines, où les gens tomberont dedans et peut-être que certains ont besoin de tomber dedans pour se rendre compte que finalement, il y a une autre, façon de faire et puis, que ça leur corresponde pas. Donc moi, de ce que je comprends depuis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a cette notion, écologique pour
et un certain équilibre du coup, de vie, qui compte. Aujourd'hui, factuellement, ça ressemble à quoi du coup, tes journées et même, de manière plus globale, ta stratégie marketing? Ouais. Alors mes journées, s'il y a des coachs d'organisation qui nous écoutent, c'est un peu freestyle. Je suis pas capable, j'en suis pas, peut-être que j'en suis capable, je sais pas, j'essaye pas. J'essaie de me faire des phases de deep work. En vrai, je sais que très vite mon cerveau il part à droite, il part à gauche, et j'ai beaucoup coupé les notifications, je vais les chercher moi-même. Donc, à quoi ressemble une journée de manière générale? Plutôt à la semaine. À la journée, je vais avoir du mal à te le Ouais, dire. À la semaine, il y a 3 coachings collectifs pour mon programme. Donc 1 semaine sur 2, j'en délègue certains, mais globalement, ça me prend déjà, 3 fois 2 heures, par semaine, là-dedans. Je suis dans un mastermind. Le jeudi, globalement, toute la journée, il est quasiment dédié, du coup, à mon activité et mon mastermind. Il y a la création de contenu, podcast sur LinkedIn, Instagram et cetera, qui va me prendre une demi-journée. Ouais, non, si je prends podcast, plus newsletter, plus tout ça, ça me rend, ouais, je dois arriver peut-être à une journée, je pense, en vrai de création de contenu par semaine. Il y a les appels, des coachings stratégiques que je fais en offert, où là, je peux en avoir, en moyenne, 5-6 par semaine, et par moment, je prends beaucoup, beaucoup de temps, donc ça peut durer 1 heure et demie, donc ça fait vite, du temps, et surtout, il y a aujourd'hui, moi, j'ai un programme où je suis, 5 jours sur 7 dispo pour mes clients. Donc j'ai, toutes les demandes clients, relire leurs posts pour les réseaux sociaux, relire des mails, des questions et tout ça, qui me prend, ouais, 1 à 2 heures par jour, là-dedans, que j'ai pas du tout organisé dans un timing, spécifique. Donc ça va être par-ci par-là, un peu, ça dans fluctue, les, ouais. Mmh. ouais, ça fluctuait dans la journée, et globalement, je démarre la journée entre 9 heures et 9 heures et demie après avoir déposé les enfants, et à 17 heures, je pars les chercher. OK. Et je me fais toujours une marche dans ma journée. C'était la question piège, ça. Est-ce que tu marches? Je marche. Quand j'ai pas le temps, quoi qu'il arrive, je vais, alors l'année prochaine, ça va changer, je vais forcément avoir le temps. Aujourd'hui, la nounou de mon fils est à 25 minutes à pied. Donc je me force à faire, enfin je me force, ça me fait plaisir, l'aller-retour à pied à chaque fois matin et soir. Donc j'ai déjà, 2 heures de marche, mais à chaque fois dans ces 2 heures, j'ai 1 heure où je suis avec mon fils, puisque à l'aller ou au retour, il est avec moi. Mais donc ça fait déjà 2 fois une demi-heure, par défaut, où je suis dans mes pensées, et tout. Et j'essaye en plus d'ajouter, 1/2 heure de marche, dans la journée quand j'ai un trou. Quand j'ai pas de trou, bah, j'ai pas de trou, mais au moins je suis allée chercher mon fils. Ce qui va changer, c'est que l'année prochaine, ça y est, il va à l'école. Les 2 sont au même endroit et à 2 minutes à pied. Donc là, ça y est, c'est sûr, tous les jours, c'est mon mari qui va déposer les enfants. Tous les matins, la première chose que je fais, c'est aller me balader en forêt. Et plus mon fils à déposer à Pétaouchnok. Donc ça va changer, dès semaine prochaine. Ça va être cool. Au moins tous les jours, j'aurai ma balade en forêt, et la marche du coup a une place, ouais, importante, pour moi dans mon quotidien. C'est là où je fais le vide, où je fais le point, qu'est-ce qui bloque et tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon quotidien? Je pense qu'on a à peu près fait un tour des grandes tours, et j'ai un assistant, qui m'aide, pour 1000 milliards de sujets. Mettre à jour des fichiers, programmer mes posts, la compta, bref, Important pour la charge mentale. ouais, exactement. Les montages audio, vidéo, tout ça. Cool. Bah, du coup, alors si on doit faire un petit feedback sur, l'Alexandra du démarrage et l'Alexandra, d'aujourd'hui, est-ce que tu es bien CEO? Est-ce que je Est-ce suis que bien tu as si atteint ton Ouais, ambition? je crois que je suis bien CEO, exactement. J'ai atteint mon ambition. Heu, j'ai atteint mon ambition, et même mieux que ce que je pensais. C'est-à-dire que je suis CEO sans les contraintes d'avoir, des milliers d'employés sous moi, et tout ce qui va avec. Donc non, je trouve qu'aujourd'hui le soloprenariat, c'est le rêve. Alors après, je prends de ma paroisse, ça dépend de chacun. Mais pour les gens qui sont autonomes, qui aiment gérer les choses, de A à Z, à leur façon et tout, je trouve ça génial. Je me pose beaucoup la question en ce moment si j'aimerais grossir l'équipe, tu vois? Et jusqu'où j'aimerais aller. Mmh. J'ai pas encore la réponse. Je pense que là, mon fils va aller en maternelle, donc déjà, je vais sortir un peu la tête de l'eau, et on commence à dormir la nuit, à 4 ans. Donc voilà, les choses vont venir petit à petit. Ouais, je sais pas jusqu'où je veux aller, tu vois? C'est la question qui reste pour moi aujourd'hui en gros suspense. Jusqu'où tu t'arrêtes? Mais ce qui est cool, c'est que je prends conscience que j'arrête de gravir des échelons sans me poser de questions. Là, je Ouais. me pose et je me dis: «OK, à date, c'est est-ce que j'ai envie de franchir un palier supplémentaire? Je sais pas, bah, je reste un peu dans ma zone de confort, je verrai le palier suivant après». Donc c'est là où je me dis, «C'est cool, tu fais les choses pour toi, Tu es dans le contrôle. à Ouais. l'instant T, et pas, pour courir après le qui fait le plus de chiffre d'affaires et tout ça».
Ouais, bah, c'est Et bien. la moi de début ne se serait jamais posé de questions. Elle serait allée chercher le plus de chiffre d'affaires, elle serait allée chercher la plus grosse équipe et tout ça. Bah, c'est un peu les injonctions qu'on peut avoir, à cause aussi des réseaux sociaux, hein, ou, des de la com que tu peux voir sur d'autres boîtes et comme tu dis, l'essentiel, c'est d'arriver encore une fois à trouver l'équilibre, le juste milieu entre, ce que toi tu veux et ce que tu peux, et ce que tu es prête en fait à donner, quoi. Il y a Donc c'est tellement de bien. gens, on voit justement sur les réseaux sociaux qui sont revenus en arrière, qui ont eu des grosses équipes Mmh. et qui reviennent en arrière, que c'est vrai que quand je me suis lancée, ça me faisait rêver, dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis là, quand je vois tous les gens qui reviennent en arrière, ouais, est-ce que ça fait vraiment rêver? Avec l'IA et tout, tu peux quand même développer, je pense, hein, une grosse activité, sans avoir 36 000 personnes, sous toi. Donc voilà, il y a les cartes qui se rebattent. Trop cool. Hem, on arrive sur la fin du podcast et je termine, souvent par, enfin souvent, c'est tout le temps d'ailleurs, par un petit quiz et l'idée c'est que tu répondes, sans réfléchir pour qu'on apprenne un petit peu à du coup à te connaître dans ton quotidien. Si tu prends un petit déj, tu plutôt sucré ou salé? Allez, génial cette question. Salé depuis 2 semaines. Avant 100 sucré. J'ai changé il y a Tu 2 changé? semaines. J'ai changé il y a 2 semaines parce que justement, je suis jamais productive le matin et ça fait, des années que je lis que faut manger salé le matin, donc j'ai voulu essayer. Moi qui adore le sucré, c'est vraiment un effort, hein, mais c'est vrai que j'ai une meilleure énergie le matin. Ton film ou ta série préférée? Pour info, depuis ça va faire 8 ans, je regarde plus aucune série, plus aucun film quasiment, donc c'est très, très dur, à répondre. Bon, il y en a aucun qui t'a spécialement marqué? Ouais, en fait, j'étais une grosse addict. Mais quand je suis devenue grosse addict, grosse, grosse addict, quoi. Je suivais 10 séries en même temps, je regardais tout le temps des séries, des films et tout ça. Parce que qu'importe ce que je regarde, j'adore. J'ai une capacité, je pense, à rentrer dans les films, dans la vie des gens et je vis le truc que j'adore, qui fait qu'en fait, là, tu me demandes: «Tu as envie de regarder quoi?» Je peux autant te dire, je dis autant une comédie qu'un truc d'action, qu'un truc de suspense. Il y a tout qu'un documentaire, il y a tout qui me vient en tête. Donc ouais, je mettrais tout sur un pied d'égalité. Mais j'adore même les daubes, tu vois? Donc Tu bon public en tout cas. ouais, je OK. suis très bon public. Tu plutôt mer ou montagne? Si Ah bon, bah, mental. Grenoble en même temps. Matin ou soir? Historiquement, j'aurais toujours dit matin. Je sais pas si on peut changer, biologiquement, nos rythmes. Depuis 1 an, j'ai l'impression que je suis plus du soir. Mais alors attends, pardon, du soir, qu'est-ce que j'entends du soir? À 22 heures, je suis au lit et je suis couchée, hein. 18 h, 22 h, quoi. OK. Tu préfères lire ou écouter un podcast? Écouter un podcast. Thé ou café? Quand tu veux te détendre, tu préfères, faire du sport ou, regarder la télé? Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Musique, Plutôt, freestyle ou organisé? freestyle, avec un peu d'organisation quand même. Il en faut toujours un petit peu. Et tu préfères 1 million cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? 10 000 € par mois à vie. Je pense que je suis De toute plus façon, on rentable. Il me demande reste pas encore pas mal d'années à vivre. on demande pas de justification. Trop cool. Écoute, moi, ça m'a fait plaisir d'apprendre, ton histoire. Tu vois, il y a plein de petits moments que je connaissais pas et du coup, ça met un petit peu des petits puzzles, à la bonne place. Donc franchement, moi, j'ai adoré. Est-ce que toi, tu aurais un dernier message ou un truc sur lequel tu aimerais rebondir? Non, le dernier message, ça serait vraiment, libérez-vous des croyances limitantes et faites ce qui est aligné, pour vous, quoi. Tout marche, le salariat, c'est bien, l'entrepreneuriat, c'est bien, toutes les activités sont bien, tu vois, quand j'ai fait mon pivot, je me suis dit: «Ah tiens, ça sera plus simple parce que, tu vas avoir du ROI avant». Non, c'est pas plus simple, hein. C'est pas plus simple, il y a plus de concurrence, donc tout ce que vous faites en pensant que c'est plus simple, que ça va être, plus facile, que ça va être mieux et cetera, mais pas parce que c'est plus aligné pour une raison externe à vous, c'est une mauvaise idée. Concentrez-vous sur, vous, qu'est-ce qui serait plus aligné avec vous et partez sur ces décisions-là, plutôt que faire les choses, parce que, on a dit que c'était plus simple, on a dit que c'était plus, tu gagnerais plus d'argent avec ça. On a dit que ça, c'était mieux vu que ça. Bref, concentrez-vous sur vous. Si vous écoutez que vous, qu'est-ce que vous ferez? J'allais dire que ça sera le mot de ma fin et j'ai une autre question. Vas-y. C'est quoi, la relation finalement que tu as aujourd'hui avec tes frères et sœurs puisque tu étais celle qui avait que 13 de moyenne à l'époque? Que sont devenus du coup tes frères et sœurs? Est-ce qu'ils sont épanouis dans leur travail, tu vois? Ouais, c'est une vraie bonne question. Il y en a 2 qui sont restés dans le moule, j'allais dire, de la réussite de gravir les échelons. Hem, Ce qui est marrant, il y en a une qui
pour moi, elle est dans le moule, mais elle te dirait qu'elle est pas dans le moule, parce elle pense que le moule est encore plus haut, mais voilà, c'est pour ça, chacun sa définition de quel est le standard. Hem Est-ce qu'ils sont épanouis? Alors, j'ai 9 ans d'écart avec, le dernier. Là, ils ont moins d'expérience en vie professionnelle. Et les 2 derniers, tu vois, je dirais que je pense pas qu'ils se posent tant de la question que ça. Ils sont comme moi. Moi, à l'époque, tu m'aurais posé la question: «Est-ce que tu es épanoui?» Je t'aurais dit: «Bah oui, je Mmh. travaille, je kiffe, j'ai un bon salaire», voilà. Donc je pense qu'ils sont un peu dans ce truc-là de: «Ouais, je kiffe». Est-ce que c'est ça qu'ils feront toute leur vie? J'en suis pas persuadée, l'avenir nous le dira, et celle qui est juste en dessous, elle a fait le choix, du job, on va dire, pépère, on me saoule pas, on pose pas de questions, et j'ai ma vie perso à côté. Tu vois, j'ai plein de vacances, et tu vois le truc, Mmh. pas prise de tête. Mais du coup, OK, je pense qu'elle est ça bien parce marche. que c'est ce qui tu vois, c'est ce qui lui convient. Oui, voilà. Moi, c'est encore une fois, il y a justement, j'ai pas envie de créer un nouveau moule où, il Mmh. faut absolument, kiffer son job. Tu peux trouver ton équilibre dans un truc où tu kiffes ton job, c'est cool, mais voilà, ça te sert à te nourrir, mais par contre, tu as un méga kiff à côté. C'était pour voir justement les différences et que montrer encore une fois qu'il y a pas un seul chemin, Ouais, sur lequel aller, quoi. ouais, exactement ça. Bon, bah, écoute, je suis content de t'avoir eu. Je te souhaite du coup toute la meilleure réussite du monde et je pense qu'on aura l'occasion de se refaire un petit podcast dans 2 3 ans pour savoir l'évolution. Est-ce que tu as changé encore de trajectoire ou est-ce que voilà, tu as réussi à aller, à continuer à développer ce que tu faisais aujourd'hui? Yes, avec plaisir, Tom. Je te souhaite aussi tout plein de réussite et une belle vie à ce podcast. Merci à toi, à bientôt. À Bye bye. bientôt, ciao.